Voilà. Je déclare la séance ouverte. Sont excusés Serge, Bruno et Florence qui peuvent nous rejoindre ce soir. Alors, on va commencer à aborder l'ordre du jour en tant que tel. Demande de mettre un point en urgence. Vous savez qu'on a introduit une demande pour la construction d'une trajectoire au cas du plan Simone. Et donc, dans un premier temps, l'ONE nous avait indiqué que comme on avait déjà une crèche, mais que c'était simplement un déplacement d'implantation, nous ne pourrions prétendre aux subventions du plan Simone. Et on a reçu un courrier avant-hier qui nous dit qu'il s'étonne que n'ait pas introduit la demande à ce niveau-là, puisqu'on y aurait droit. Donc, je demande qu'on mette le point en urgence pour que le Conseil ratifie le besoin de solliciter le subside dans le cadre du plan Simone. Vous êtes d'accord pour l'urgence? Oui. 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 Pour l'instant, peut-être nous en regarder avant. On a évolué. Aujourd'hui, ça n'a plus. Avant de commencer, par rapport au dernier PV, je voudrais à Quentin, là il y a une phrase où on dit Marc Rinen indique qu'une convention a été signée avec les citoyens qui s'est engagé en ce sens, il respectera les engagements. Il y a un virgule à savoir le petit X. Alors, la phrase sans ça lui suffit. Et puis Philippe Tivron demandait s'il était prévu une priorité aux habitants de la commune lors de la vente de bois, de chauffage, pas mal de choses. Merci. Il y a d'autres par rapport au PV. Le premier point. Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire numéro 2. Donc, vous avez eu l'occasion de voir ce qu'il en était par rapport à cette modification budgétaire, en ce sens que le directeur financier a commenté les différentes modifications qui étaient apportées et qui indiquait donc que l'évolution du coût du personnel n'avait pas été aussi importante que précisé lors de la première modification budgétaire, en ce sens que les recrutements au niveau du personnel sont arrivés plus tard. Il y en a certains qui sont encore en cours, donc les engagements n'ayant pas encore été effectifs n'ont pas impacté ou n'impacteront pas le coût global du personnel. Il y a également une personne qui avait remis sa démission, donc ça aussi, ça a diminué la charge pour cela. Au niveau des frais de fonctionnement, là, il y a une augmentation, puisque pour l'électricité et pour le chauffage, il y a des majorations qui ont été établies au niveau des frais de fonctionnement. Et alors, au niveau de la dette, des explications, une diminution, une évolution moins que ce qui était prévu initialement, en ce sens que des emprunts n'ont pas encore été consolidés ou contractés, soit que les travaux viennent seulement commencer, par exemple comme ici à côté, pour le rez-de-chaussée de la maison communale, mais également, après discussion avec Belfius en l'occurrence, le mécanisme de consolidation de l'emprunt se fait au 1er janvier et non plus au moment où toute l'ouverture de crédit a été prélevée. Et donc, cette manière de faire nous avantage en ce sens que, pour autant que les taux d'intérêt augmentent par rapport à ce qu'on avait il y a 6 mois d'ici, c'est qu'on a fixé le taux au moment où on avait emprunté l'ensemble de l'ouverture de crédit. Et la consolidation arrive l'exercice suivant. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la charte d'emprunt
cette année-ci, les nouveaux emprunts, on n'en voit pas la trace. C'est seulement l'année prochaine qu'il y aura plein d'effets sur ces emprunts-là qui ont été contractés cette année-ci. Qu'est-ce qu'il y a encore comme commentaire? C'était le fonds d'économie qui était un peu plus conséquent que ce qui était programmé initialement. Et alors, le mécanisme qui est programmé ici aussi, on fait des prélèvements, c'est-à-dire que la région wallonne, suite au Covid, a autorisé les communes pour pouvoir mettre leur budget en équilibre en 2022, mais également pour 2023, à faire des prélèvements sur les réserves précédentes et les transférer en provision. L'avantage de cette manière de faire, c'est que quand on fait le prélèvement, supposons ici, bon, on a eu des indemnisations de la région wallonne pour les inondations. Et donc, cet argent-là est arrivé en caisse sur la commune et tous les travaux n'ont pas encore été réalisés. Donc, on prend ces fonds qui n'ont pas encore été dépensés, on les met en provision. Et donc, c'est une dépense finalement. Quand on fait le prélèvement vers la provision, c'est une dépense. Et puis, alors, quand on fera les travaux encore l'année prochaine, et qu'auprès de cette provision-là, ce sera une recette avec la dépense. Donc ça neutralisera l'opération. Et donc, après ces différents exercices, donc le résultat pour l'exercice propre se chiffre à 115 000. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mais ça on n'a pas eu l'occasion de l'intégrer non plus parce que le courrier est arrivé aujourd'hui, au niveau de l'ITP, on recevra plus que ce qui était initialement programmé, et également au niveau pour les frontaliers. Là. Donc la compensation pour les frontaliers, on a un peu plus de 5 000 € aussi qui vont arriver en plus. On ne l'a pas apporté dans la modification ici, et il faudra que la tutelle qui a reçu l'information aussi, va apporter une modification de recettes supplémentaires par rapport à notre modification qui est présentée ici. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une petite question de compréhension, si tu veux bien. Oui. En fait, vous mettez 200 000 par exemple pour l'augmentation de traitement suite à l'indexation des salaires, mais en fait c'est 10% de 5 millions, ça fait plus que 200 000. C'est déjà eu une modification. La première modification, on l'avait déjà impactée, oui. Plus les... Donc c'est que quand on a fait le budget initialement, on avait programmé de nouveaux emplois. Et ceux-là, on les a indexés aussi à la MDE. Et concrétisés ces emplois-là. Donc la dépense n'est pas là, donc on la retranche. C'est pour ça aussi que et donc la personne qui a démissionné aussi, c'est son indexation dans l'article. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est pas tip-top 10%. D'accord. Et la fois dernière, c'était déjà 260 000. Oui, donc on peut pas 160 000. Vous avez des questions? Pour? Passons au vote. Oui. Oui. Non. Non. Oui. 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 Alors, il y a plusieurs points à l'ordre du jour aujourd'hui qui concernent la collecte des déchets. Donc, vous savez que le service immondique, ça va être le coût vérité. Donc, idéalement, c'est le coût estimé qu'on établit doit se chiffrer entre 95% minimum et 110%. Et alors, au niveau de la commune, la particularité de la commune, avec un ancien emprunt pour une maison de repos, on est sous FRAC. N'incluant pas en tant que tel, et le FRAC nous demande d'être au moins à 100%. Alors, l'année dernière, on avait déjà diminué la prime à la fréquentation au parc de 50%,
avec l'idée que cette année-ci, on annulait cette prime à la fréquentation au parc. Ça permet, en supprimant cette prime de fréquentation, d'arriver à, sans changer les taxes et redevances, on arrive à 100 et 3%. Donc le seul fait de supprimer cette prime à la fréquentation, on n'a pas le... Bon, on ne doit pas toucher au niveau des taxes. Ici, le fait aussi qu'il y ait la collecte des PLC sous forme de sac, il y a quand même beaucoup moins de fréquentation aussi au niveau du parc. Donc les estimations de coût, ça c'est ce que Idélis Assainissement nous donne comme information. Donc que ce soit pour la collecte au porte-à-porte, pour tout ce qui arrive au recyclage, et le coût de l'exploitation du recyclage c'est mutualisé, mais il y a quand même une partie qui revient à charge de chaque commune. Et alors, ça ce sont au niveau du dénominateur et au niveau des recettes. Là, c'est nous autres qui avons la main pour indiquer. Et puis, loin dans le conseil, ben, il y aura ces points qui concernent à proprement parler les recettes. Et donc, ici, ce qui est proposé, donc, c'est que je vais vous lire le commentaire du directeur financier. Donc, il a dit que son avis est positif, le taux de couverture des dépenses pour les recettes est de 103%, et donc bien compris entre la fourchette de 95 et 110% préconisée. L'option retenue est de supprimer la prime de fréquentation des parcs à conteneurs pour recyclage et de maintenir les taxes immondices tant propriétaires que variables inchangées. En conservant la prime parc, le taux de couverture aurait été inférieur à 100%, ce que poussera le centre régional d'aide aux communes, donc le TRAC, à donner un avis négatif sur le coût vérité et forcera la tutelle à ne pas approuver le budget prévisionnel. Pour maintenir un taux supérieur à 100%, il est nécessaire soit d'augmenter la taxe, soit de diminuer les dépenses. L'option qui a été retenue, donc c'est la diminution des dépenses. De plus, la suppression de la prime permettra de diminuer la charge de travail au niveau administratif lié à l'octroi de ces primes. Et puis, vu l'introduction du système des sacs bleus, les citoyens sont moins amenés à fréquenter le parc à contenir que précédemment. Donc, il préconise lui aussi de supprimer la prime plutôt que d'augmenter les taxes. Maintenant, si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a une diminution drastique de fréquence au Réciparc depuis la mise en place des sacs bleus, donc des sacs PMC. Et donc, pour nous ici, les Diois, c'est toujours une collecte hebdomadaire. Certaines communes qui ne travaillent pas avec le concours des Deluxe, ça va directement avec le 10 et il n'y a plus qu'une collecte tous les 15 jours. Mais pour toutes les autres communes, là on ne sait pas bouger maintenant parce qu'il y a un contrat qui est en vigueur jusqu'au fin 2023. Et donc naturellement, on est obligé d'aller jusqu'au fin 2023 avant de modifier quoi que ce soit, puis le cahier des charges est ce qu'il est. Il est évident qu'ici, en termes de personnel, de charroi, tout a été calculé pour une collecte demandée, mais pour le moment, c'est pas possible d'essayer quelque part d'avoir une diminution sur le. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi, je vais un peu abriller là-dedans, parce que moi, j'ai fait le calcul dans les estimations sur un seul prélèvement par 15 jours. Ça fait quand même une fameuse économie, ça fait 45 000 euros par an. Ce qui veut dire qu'au lieu d'augmenter la taxe comme on fait, on la diminuerait. Oui, mais tout n'est pas modifié, le contrat qui est en cours. Mais c'est pas vraiment Ce que toi tu dis là, c'est un peu ridicule. mais non, ce que toi tu dis là, ça a été dit naturellement lors du conseil d'administration du Deluxe Environnement, à laquelle je participe. Je représente le CDH, je n'ai pas élu par le. Et donc, tout ce que tu dis, naturellement, quand ils sont arrivés avec une hausse encore du coût, on a parlé justement de ce sujet-là, mais il y a un contrat qui a été signé avec Raymond D. S'il y a un cahier de charge qui est en vigueur, ce serait l'inverse, et que Raymond D voudrait modifier quoi que ce soit au contrat de gestion, on ne l'accepterait pas non plus. Donc on est obligé d'aller jusqu'à fin 2023, à partir de début 2024,
on se posera la question, est-ce qu'on utilise toujours des biobacs ou des sacs gris ou tout ce qu'on veut, mais pour le moment, c'est rien défini. Les sacs PLC étaient déjà prévus dans le contrat biobac? Non. Mais alors, C'est pas le taxi qui a on a déjà modifié pour les contrats, les sacs PLC, donc pourquoi on ne peut pas modifier ou diminuer Donc, je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je sais que ce n'est pas possible. C'est pas ça. Vous disiez que c'était pas le même. Ah, ce n'est pas le même intervenant pour le sac. Ah oui, mais on diminue quand même la charge considérablement alors, au niveau des immondices. Baston, par exemple, il fait souvent les mobilés. Libramont, il doit un contrat avec Raymondis, mais il y a une dizaine de communes. Donc, il y a 55 communes qui font partie d'idées de l'environnement. 55 communes, il y a 44 communes qui sont rejointes et une dizaine de communes irrégulières. Mais ici, sur les 55, il y en a à peine 10 qui ne travaillent pas avec les autres. Oui, parce que, enfin, je crois qu'on augmente encore la taxe, les gens sont déjà servis un peu partout. Si tu gardes quand même une taxe, mais que tu diminues le prélèvement la prime au parc à conteneurs, tu fais automatiquement une augmentation. Hein. Si tu augmentes, tu obliges les gens à aller acheter à 10 € le sac, les sacs au lieu de 5, tu augmentes, tu fais une augmentation. Hein. Attends, mais bien là, quand tu seras au niveau des sacs, il y a une confusion. Mais non. Tu sais, là, Les gens, s'ils regardent, c'est ce qu'ils payent pour leurs immondices. Et les gens, pour les immondices, ils payent la copain, le kilo et les sacs bleus qu'ils doivent payer et ils déduisent la prime de Pâques. Pour eux, il y a ça tout court. Je suis d'accord que c'est des coûts différents, mais pour les gens, le commandant mortel, c'est qu'ils payent réellement. Oui, d'accord, mais je peux m'en donner des raisons ici. Tu sais, quand tu me fais penser à moi, quand j'étais syndicaliste, quand je négociais des salaires du personnel, je savais qu'ils n'auraient pas grand-chose. Et je disais, si, tu comprends, donc je savais que c'était l'inverse. De me faire penser à moi, Ici, le coût, la répartition du coût pour la collecte. Donc, le poids, ça peut être ce qui est pris en charge, c'est à peu près un tiers du coût de la collecte. Il y a un tiers pour le coût du transport et il y a un tiers pour le coût du personnel. Alors il y en a deux de ces vecteurs-là qui ont fortement augmenté, c'est le charroi, le transport, et le coût du personnel. Le personnel, il est toujours là. Il fait toujours autant de kilomètres, ils prennent peut-être moins de temps parce qu'il y a moins de biobac à valider pour l'instant. Donc leur collègue prend peut-être un peu moins de temps. Maintenant, je ne sais pas comment établir leur contrat de travail. Quoi qu'il en soit, les coûts sont là. Ça veut dire que je me mettais à la place de celui qui assure la collecte des... il reviendrait vérifier en disant je vais tout faire, moi. J'ai mon charroi qui est en train d'augmenter, et les frais de collecte sont en train d'augmenter, et le coût du personnel est en train d'augmenter. Donc il n'y a pas que cet élément-là qu'il faut prendre en compte. Tu parles de quel élément? Je ne comprends pas. Le prix de revient pour celui qui est... Dans la charte incipiente, pour la collecte, il y a un tiers, parfois un tiers. Oui, d'accord, mais si on réduit de moitié le prélèvement, on diminue quand même le coût. Oui, mais tu n'auras pas cette possibilité. Parce qu'il y a deux tiers qui ont remonté. Et alors, au niveau des prix proposés, on ne fait rien pour les gens qui font un effort. On garde toujours un prix ridicule pour le kilo enlevé. Alors que si on faisait comme dans certaines communes pour favoriser les gens à regarder... C'est ça, au moment où tu l'as pas, ça comme tu as dit. Oui, mais si on met le prix au kilo plus important, il est de 0,13, quelque part, si on met ce prix-là, les gens ont intérêt à regarder se mettre dans leur poubelle, à diminuer ça, ça serait une diminution pour eux. Ou plus de dépôts sauvages. Mais justement, moi je vais dire, on a droit à X prélèvements gratuits et suite au PMC, les gens mettent moins leurs poubelles. Si, ils vont rentrer dans le créneau du prélèvement gratuit. Donc, je dirais que la majorité des citoyens pourra avoir le prélèvement d'accord, et malgré tout, ce que tu prélèves même dans les gratuits, tu le payes.
le kilo. Oui, mais quand Mais tu c'est le kilo, c'est ça que je vois. avant, tu mettais peut-être, comme ta poubelle se remplissait plus souvent, tu mettais peut-être 30 ou 35 fois ce toute ton année. Cette année-ci, tu n'arriveras pas au 26, ça t'arrive au 15. C'est ça. Ça, c'est le prix quand même dans le forfait. Le pied en forfait, Oui, mais si tu dépasses ça. et augmente le prix au kilo, et si tu favoriseras les gens qui avaient ce genre. Et ça rentre un peu dans le plan du zéro déchet, où on essaie de diminuer le déchet des gens. Désolé, mais je vois, enfin, je lis quand même assez bien de compte rendu de conseils communaux. C'est ce qu'ils font, c'est avoir un prix quand même un peu plus élevé. Et ils constatent que chaque année, ils ont un tonnage moindre de prélèvement d'immondices. Parce que tu fonctionnes aussi avec le zéro déchet. Tant qu'on le zéro déchet. Mais oui. Mais c'est ce qu'on demande depuis des années, de travailler avec des plafonds et d'augmenter progressivement le prix du kilo. Mais voilà, ça a toujours été refusé jusqu'à Mais oui, je vois, c'est c'est un autre siècle. C'est un autre siècle. Mais C'est un argument avec la conception de l'argent. moi, je suis un peu vérité par rapport au point parce qu'il y a le trouvé un texte et la prime à la fréquentation. On a parlé des trois, donc je pense que... Mais ici, c'est la vérité. Le coût vérité, mais le coût vérité, donc on arrive quand même à 103%, on va se mettre à 100. Et ça, je pense que ce sera déjà une bonne chose pour le citoyen. Alors, ça, on verra quand on aura le résultat. Et ici, c'est une estimation, c'est une prévision budgétaire, en fait, ceci. Donc, après, si maintenant les personnes font des efforts comme tu l'as vu, on n'arrivera même pas au 100%. Puisqu'il y aura moins de fois. Comment? C'est quand même le but d'avoir moins de points. Autrement, il ne faut pas faire l'adhésion au zéro déchet des minutes. Ah bon, ici, Mais c'est pour ça aussi, Marc, si je me compte, qu'avec le système qu'on propose depuis des années, même quand on a moins de points, et on a toujours dit que c'est un système à risque d'évaluer qui ne durera pas longtemps, mais qui favorisera la diminution des déchets. Et vraiment, les pollueurs, alors ils payeront beaucoup pour les autres. Celui qui mange du luxe, au kilo, ça lui coûte énormément. J'avais fait un calcul, mais maintenant, parce qu'on ne peut pas, modifier le contrat, si on s'en fait référer à 1 tous les 15 jours, la prime de 140 €, la taxe de 140 €, elle pourrait passer à 126 sans problème, 168 à 152, et la 177 pourrait passer à 160 €. Ça serait quand même une grosse différence pour les gens. il sera possible de revoir ça l'année prochaine, en 2023, pour l'application à partir de 2023. À d'autres marques? J'ai marqué peut-être aussi pas, je ne peux pas faire. Avec Charles, c'était déjà la même chose. Oui. Non. Abstention. 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 Oui. Oui. Donc ici, c'est la taxe sur la proprement parler, donc il y a la partie forfaitaire dont on a déjà discuté quelque peu maintenant, et la partie variable qui est elle en fonction du poids, sachant que dans le forfait, il y a 15 vidanges par an qui sont comprises. Sans le tonnage. Et du coup, le vidange. Ouais. Et je viens encore augmentons le poids au kilo, ça équilibre un peu mieux le système. Tu proposes quoi? 0,21. Au lieu de... Au lieu de 0,13. 13, c'était pas plus. Alors, il faut qu'on garde 0,13
retrait jusqu'à un certain niveau, et puis on passe à 0,21. Oui, oui, ça, oui. Oui. Oui, là, les rentes favorisent le développement. Voilà. Mais il faut que ça se base aussi sur. Enfin, on doit quand même des objectifs. Je suppose que c'est bien en zéro déchet, les objectifs. Je suppose qu'il y a un plan d'objectif à atteindre pour zéro déchet. Actuellement, on a combien de kilos par ménager? 76 000, 78 kilos par an. Par 3 quoi. On pouvait se baser sur les 50 euros. Sur les 50 kilos, par exemple. 50 kilos, on reste à cette prime de 0,13. Et au-dessus de 50 kilos, on pourrait passer à 0,21. Passer de 78 à 50 kilos, ça fait une vraie diminution pour tout le monde. Hein. Je n'ai pas déconné. Ah mais je ne me traque pas sur les 50 kilos, je me traque pas sur les 50 kilos, je fais une proposition maintenant. Si maintenant on peut partir aussi sur base de la moyenne qu'on a, donc, ou aller un peu moins, 70 kilos, et puisqu'on est à 78, on pourrait être à 70 kilos, si tout ce qui est au-dessus de 70 kilos serait à 0,21. Je vais te souffler. Tu proposes l'amendement, parce que si tu n'as pas proposé l'amendement, tu ne le proposes pas, tu dis ça. Ah, oui. Oui, et c'est évident parce que le 70 kg de conseil, si j'ai bien compris, c'est 13 centimes, enfin 0,1339 plus que 70 kg, quelle que soit la dimension du ménage. Et c'est pas Non, c'est pas vidange. Oui, ici le Ici, il y a une différence entre un ménage isolé, un ménage de 2 personnes et un ménage en plus. Donc, il y a les vidanges dépendent du nombre de ménages, mais les kilos dépendent, donc le prix au kilo, le 13 centimes dépend de la quantité. Est-ce que l'augmentation, le seuil au-delà duquel on augmente le tarif, ce seuil-là est le même pour isoler 2 ou grandes familles? Si on parle de moi, c'est par habitant. Non, c'est pas habitant. 460. La taxe, elle n'est pas par habitant. La taxe, elle est par ménage. Par kilo. Donc, par kilo, Par ménage. On sait pas combien ça fait 7 ans. Le travail pour les employés. Non, mais bon, c'est encore trop aléatoire. Cette simulation-là, on doit la faire quand on demandait à l'administration de faire des simulations. Il faut faire le calcul sur cette proposition et puis après, s'ils s'en rendent en complété. Il faut sortir de mesures de fonction sociale aussi. Et ça se passe en En moyenne, ça fait combien pour une famille de 4 personnes? Je ne sais pas. Tout dépend de chacun. Il y en a certains qui ne mettent jamais, donc qui déposent tout à gauche et à droite. Il y en a certains qui viennent déposer ça dans la poubelle devant la maison communale. Oui, mais ça c'est pas tout ça, c'est un truc de la Comment dire? Voilà, tu fais ton amendement ou pas? Oui, mais je n'ai pas, j'ai passé de l'égo. Ok. Alors je passe au vote. Ouais, pardon. Alors c'est vraiment notre part de fond, on souhaiterait quand même en mettre un et intervenir un peu pour les isoler. Donc actuellement la taxe prévue est de 140 € pour les forfaits. Et on souhaiterait la porter à 123 pour les 806 personnes concernées. Et ramener de 140 à 123, c'est une différence de 17 €. En 806, ça fait au moins 14 000 €. Ça m'amène de l'objectif à 100%. Actuellement, il y a un vote.
Non. Oui. 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 Abstention. Oui. 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 Abstention. Donc, ça fait combien ça? On a fait le clapas, hein, Bon. Ceux qui ont dit oui, les femmes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, c'est bon. Donc, la proposition, c'est, y compris l'amendement, passe au vote. Oui. Oui. Attends, je continue. Ben, la proposition, Avec l'amendement. avec l'amendement, c'est l'amendement est approuvé. Oui. Abstention. 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 Oui. 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 Abstention. Donc, la méthode, on parle dans le conseil communal du 26. Du 27. Ouais. Non, comment c'est pas ouais. Oui. Est-ce que l'administration peut faire une simulation par rapport à ce que j'ai proposé? Ouais. Oui, oui, c'est ça. Alors, le point suivant, c'est l'approbation de la prime à la fréquentation au parc. Passe au vote. Oui. Attends, aussi parc avec le 26, le 27. L'abrogation de la prime à la fréquentation. Ici, on vient de voir la même chose. On supprime des choses. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont abordé, vous allez supprimer cette prime-là, c'est la seule prime quasiment pour les personnes âgées ou n'importe qui tiennent son rapport à cette prime-là. Et ça va tuer votre super. Il n'y a plus personne qui va y aller. Est-ce que c'est le but désolé, mais il diminue sa valeur parce qu'il n'y a plus de TDC et les VMC, oui. Presque, on supprime cette prime-là. En fait, ils proposent aussi pas maintenant plus pour les plastiques. Non, les faits, est-ce qu'il faut supprimer c'est pas que c'est. Moi, je ne suis pas partisan, je trouve que c'est intéressant. Les gens. Qu'est-ce qu'on fait les cartons, les gens. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de feedback? Le service existe toujours. Hein. Pour le moment, oui, mais tu vas tuer, désolé, mais c'est ça. J'ai en tête, on n'est pas une des dernières communes sur la province à offrir cette prime-là. Bon, est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ça? On va pas passer la soirée. Depuis qu'on a les salles bleues, il y a beaucoup moins de fréquentation Oui, dans d'accord. la container. On est d'accord. Mais si tu supprimes cette prime-là, il n'y aura plus personne qui ira. Ouais, si c'est uniquement la motivation de la prime qui te motive, c'est quand même désolant parce que celui qui a la fibre environnementale, C'est pas ça qui me motive. Ah ben alors. Mais, je ne vois pas pourquoi pour les gens qui présentent. ceux qui sont motivés par le respect de l'environnement, ils fréquenteront le parc et c'est pas la prime qui va les motiver à y aller ou pas. Philippe, t'as d'autres remarques? Non. Passe au vote? Oui. Non. Abstention. Oui. 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 IPP, donc l'impôt aux personnes physiques, comme pour les années précédentes, je pouvais le mettre à 8%. Il y a des remarques. Passe au vote? Oui. 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 Oui.
point 6, redevance sur la vente des sacs destinés à la collecte spécifique des PMC. L'adaptation, donc au mois de juin, on avait pris un règlement qui prévoyait que pour les personnes qui sollicitaient des sacs de 120 litres ou de 240 litres, pour les 10 sacs, c'était 10 sacs bleus à 120 litres, c'était 5 euros, et ceux à 240 litres, c'était 10 euros, donc le double. Et alors, par rapport à cette tarification-là, ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est l'article 5, c'est-à-dire que c'était programmé ceci dans le cas de ceux qui louaient les maisons de village et les salles, mais ils laissaient leurs sacs sur place. Donc ici, l'adaptation du règlement, c'est pour demander que les personnes qui louent les maisons de village ou les salles reprennent leurs sacs après la location. C'est ceci qui est mis en place. Y a-t-il des questions? Passe au vote. Oui. Abstention. Oui. 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 Alors, pour ce qui est le règlement qui existe déjà depuis quelques années, c'était en 2002 déjà, que c'est qu'on avait probablement mis en place les biobacs. Donc ici, le coût des réparations, remplacer le couvercle des roulettes ou des freins, peu importe, ou des parois est installé. Donc il y a une redevance, c'est la commune qui fournit le service pour la réparation, mais on doit commander nos autres pièces, soit Edelux assainissement ou directement au fournisseur. Et donc c'est pour adapter les prix qui avaient été mis là en place en 2002. C'est ceci qui est actualisé. Oui. J'aurais deux questions. La première, c'est il n'y a pas moyen, on est obligé d'avoir des biobacs. Il n'y a pas moyen de choisir parce que les gens qui ont un compost chez eux, ils n'ont pas besoin de la partie du vert. Il y a énormément de personnes qui mettent rien dans la partie verte. Et on oblige les gens à avoir des biobacs. On peut prendre des bacs de 40 litres. Ceux qui sont en appartement, et il leur en faut deux. Parce que la partie verte doit toujours rester à disposition, même si elle n'utilise pas. Tout ce concept-là, moi je crois que je vais revenir, comme André l'a dit tout à l'heure, pour 2024. Tout ça va revenir sur la table. Je suppose qu'à ce moment-là, on négociera aussi peut-être le fait de repasser en sac par rapport en biobac. Ça fait une fourchette. André, tu notes pour 2024, comme tu présentes les engagés, André. Les engagés. Ah oui, moi je parlais de ici. Est-ce que tu m'as dit là, c'est pas je te demande, Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de biobacs qui sont préparés par an ou Il y en a deux. Il y a quand même ici, suite aux innovations, il y en a quand même quelques-uns qu'on a préparés. Ah oui. Mais au niveau des innovations, je suppose qu'il y a pas ça, on a fait l'innovation. D'autres questions? Passe au vote. Oui. 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 Donc, il additionné le précompte immobilier, donc, comme l'année précédente, il est établi à 2100 centimes additionnels de précompte immobilier. Des questions? Je suis vraiment c'est encore supérieur à la moyenne. Voilà. Ah oui, ça c'est grave. Hein. Quand tu regardes le revenu cadastral moyen de la soigne, il est quand même beaucoup plus bas que par rapport au site urbain. Donc c'est une réflexion qui ne tient vraiment pas la route à celle-là. Quand on fait des remarques, on regarde dans son ensemble. La sauce. Oui. 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 Et Oui, ça va.
Le point suivant, c'est l'entretien extraordinaire des voiries pour 2022, approbation des conditions de cahier des charges. Donc, vous avez vu la liste des travaux qui étaient programmés. En fait, c'est des voiries pour lesquelles on fait un premier entretien. Si on ne faisait pas d'intervention, on fait presque chaque année. Cet entretien-là, l'année dernière, je ne crois pas qu'on ait pu le faire justement à cause des inondations. Mais par rapport au fait que c'est, je vais dire, entre guillemets, un entretien sommaire. Parce que si on ne le faisait pas, ça nous coûterait l'année suivante 2 ou 3 fois le prix de revient de ce que nous avons nous. Donc il y a plusieurs voiries qui sont concernées, et des tronçons de voiries, ce n'est pas nécessairement l'ensemble de la voirie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ceci? On prévoit des ralentisseurs, je n'ai pas vu le ralentisseur de vitesse. Dans l'entretien, c'est pas l'entretien. On peut faire, on ne fait pas l'entretien, automatiquement on aura des ralentisseurs sur la voirie. Oui, c'est pas une constant que ça. Mais il y en a déjà avant, alors que certes, il y en a déjà fait partout. Oui, Tout simplement les... Non, ici, Philippe, c'est la répétition, c'est extraordinaire. Cet entretien, c'est surtout pour garder une bonne fondation sur les routes. Et au niveau de la mobilité douce, on y a pensé ou non? La mobilité douce, adaptée pour les modifications en fonction de la mobilité douce. Ici, dans l'entretien qui est programmé ici, non. C'est basique. D'autres mains, pas sur l'autre. Oui. 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 Le point suivant, c'est le remplacement d'une benne de service travaux. La benne, elle avait presque 20 ans. Elle est en fin de vie. Il va falloir la remplacer. On va essayer de trouver une occasion, sinon on sera obligé d'avoir recours à une nouvelle. Et alors, c'est quand même assez strict au niveau de la conception de cette benne. Il faut donc un volume minimum de laquais de 5 à 10 mètres cubes. Chaque structure technique 9 tonnes, on ne peut pas plus parce que les tracteurs ne sont pas puissants assez pour véhiculer ces engins. Donc c'est toujours très bien qu'on ait une surcharge. Enfin voilà, c'est... Vous avez vu donc toutes les clauses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce Est-ce que le personnel adapté qui utilisera la machine a les brevets qualificatifs, notamment ceux qui sont nés après le 1 du 1082, qui doivent avoir le permis G? Ils ont vérifié quand même. Pas d'autres marques, pas sur d'autres. Oui. 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 Le point suivant concerne le domaine qui est parce que le dossier à lever. Oui, donc par rapport à ça, on a fait un petit peu une révision de tout ce qui était fourna. Il y a eu quelques changements même dans certains itinéraires et on doit réadapter le matériel. Entre autres dans le cadre des balises et certains panneaux de départ, et on a fait une estimation de 20 000 €, 24 200 TVA. Je ne vois pas beaucoup de choses supplémentaires à dire, si ce n'est que c'est le rafraîchissement de l'ensemble et le changement de certains itinéraires à des demandes de certains citoyens d'une part, et suite à des améliorations aussi pour certains itinéraires. J'avais une question. Est-ce qu'on prévoit d'inclure des codes QR codes, comme on voit parfois, où les gens pouvaient scanner le QR code pour avoir des informations Pas dans le cadre des promenades, mais dans le cadre du petit patrimoine, c'est en cours de réalisation d'une part avec la marque, et on va voir pour le faire pour le petit patrimoine aussi, mais on attend pour garder la même conception que ce qu'ils vont faire pour les bâtiments qui sont repris comme un origine. Ça serait intéressant à
rajouter sur ce document-là. Et alors j'avais une proposition à faire aussi, est-ce qu'on ne ferait pas un site je me balade à nason.be qui donnerait dans toutes les disciplines nautiques, que ce soit la marche, que ce soit le vélo, que ce soit le VTT, des possibilités que les gens de chez eux puissent avoir comme objectif peut-être le week-end il fait beau, je vais à la zone et j'ai On rentre dans le cadre des promenades avec circuit et c'est en phase d'ordonnage à l'heure actuelle déjà pour les promenades qui existent et ça en collaboration avec la l'AMT. Et alors, on fait le suivi des chemins et parcours, parce qu'il y en a qui ont notamment méchamment souffert avec les innovations. C'est dans ce cadre-là, justement, qu'il y a des modifications et des rafraîchissements qui vont se faire. Voilà. Vous avez toujours un système de parrainage pour chaque promenade? Non, il n'a pas été revu comme ça cette fois-ci. C'est l'Office communal du tourisme avec notre dame qui a bien voulu accompagner et revoir un petit peu tout le circuit. Et à l'heure actuelle, ça s'est franchement bien passé, ils ont refait tout. Le parrainage, ça n'a même pas vraiment été une réussite. Il y a des endroits où ça a été fait, mais d'autres où ça a été complètement réussi. Encore des remarques? Passe au vote. Oui. 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 Le point suivant, c'est pour le bien le Romana. Oui. Mais simplement ici, on parle on va mettre en place la programmation. Il y a déjà eu plusieurs réunions. Il y a un conseil d'administration qui est prévu début novembre. Donc, concernant la programmation donc 2023-2027. Et donc ici, vous voyez au verso, pas de la commune de Masson, je le vois ici en dessous, 4 800 € correspondant à tiers d'école, et 40% des 36 000 qui a compris. Il est évident que moi qui maintenant connais le gazement de l'intérieur, je peux certifier que, contrairement à ce que certains pourraient dire, il rend pas mal de services aux trois communes partenaires du GAR. J'étais président pendant suivant 6-7 ans, donc maintenant Marche a repris le relais. Je suis vice-président. Et en termes de, que ce soit en termes de mobilité douce, pour les problèmes alimentaires et beaucoup d'autres choses, ce personnel, pour la plupart des jeunes personnes, sont extrêmement motivés, alors que malheureusement, comme on ne connaît jamais l'avenir d'une programmation, puisqu'il y a des fonds, pour la majorité des fonds, il y a une grande partie de l'Europe. Et donc ici, ils ne connaissent jamais leur avenir. Donc malheureusement, ce sont des jeunes, comment s'engager, je ne sais pas, dans l'achat d'une maison ou autre, alors qu'on s'était dit et qu'à tout moment, d'ailleurs maintenant, ils vont se voir leur préavis, puis alors on va probablement les réengager, ou même pas certains les réengager tous, à partir de la nouvelle programmation, mais c'est membre du personnel, il faut en avoir. Vous avez des questions par rapport à ceci? Oui, oui, par rapport aux activités de Diaporana, tu as cité la mobilité douce des personnes. Ils ne s'occupent pas des économies d'énergie comme certains gars le font. Si. Ah ben il y a, ça fait pas, c'est pas. Parce que mais je ne le faisais pas, donc je trouve que ça c'est un bon point à développer. C'est le pays de femmes et c'est pas le même personnel qui est personnel comme au pays de famine et au Gard. Et c'est le pays de famine qui s'occupe de ça. Mais ici, même pour les aînés, Ah oui, après je crois que le permis de conduite était dans la.
et les organisations des choses. Non, je crois pas faucher le permis de conduire, ça a été j'ai- Mais en termes mais je crois que tu étais sur le cours théorique du permis de conduire. Tu n'étais pas? Non. Ok, ça. À d'autres marques? Passe au vote, oui. 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 Donc le point suivant, c'est l'adhésion à la centrale d'achat et au marché pour le recensement des voiries par mobile marketing. Donc c'est la SBL GIG qui nous propose le GIG, c'est le groupement d'information géographique. Donc ils interviennent déjà à notre niveau pour ce qui est du réseau d'eau. Et ici, ce serait pour les cartes de nos voiries, pour se faire pour le recensement. C'est un outil fort précieux. Donc tout à l'heure, on a parlé justement des voiries pour l'entretien. Donc avec cette manière de faire, on aurait les cartes de nos voiries et on pourrait faire des programmations à plus long terme où il faudrait intervenir. C'est un outil de gestion. Vous avez des questions par rapport au truc? Je trouve que c'est une très très bonne chose, cet état d'être que vous avez vu là. Et est-ce qu'on a un délai pour organiser cet état des lieux là? Parce que je crois qu'il y a certains endroits qui seraient intéressants à être visités. C'est d'abord adhérer ici à la centrale d'achat. Et qu'est-ce qu'il y a un délai si on y adhère? Ils ont déjà non, une fois qu'on adhère à la centrale d'achat, après, on détermine quel est le marché pour lequel on passe par eux. Le fait d'adhérer à une centrale d'achat ne nous oblige pas nécessairement de passer par cette centrale-là. On a l'intention de faire bien. D'accord. À d'autres marques, passe au vote. Oui. 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 Oui, 14 pour Marie-Alice. La démarche zéro déchet, c'est la poursuite de la démarche et soutien des luxe. Il faut savoir que la commune délègue les actions de prévention des déchets ménagers à l'intercommunal et des luxe environnement. Et en retour, on bénéficie de leur accompagnement pour poursuivre la démarche zéro déchet. Donc, Nation qui compte 5675 habitants, on a un subside prévention déchets plus zéro déchet, qui est de 0,30, donc 0,50 et 0,30 pour zéro déchet. Donc on a 0,80 par habitant. Voilà. Et en retour, Idelux nous propose des actions pour l'année. Donc on doit au moins faire 3 actions sur l'année. Donc pour cette année-ci, on a eu le compostage. On a eu l'atelier de produits faits maison, pour le sucre, le sel, etc. Et alors, on a eu un kit d'Idelux pour sensibiliser les nouveaux arrivants sur la commune. Donc, c'est déjà une bonne chose que les nouveaux arrivants soient au courant qu'on fonctionne avec zéro déchet. Voilà. Et alors, on a eu une action aussi, comment bien gérer son frigo. Ses achats pour réduire le gaspillage. Ok. Est-ce que vous avez besoin d'explications complémentaires? Oui. Les éditions, j'ai participé aux 2 dernières éditions. C'est-à-dire de quoi? Aux 2 éditions. L'atelier des produits. Notamment, il y avait ça dans le. Et le compostage. Le compostage, je ne sais pas, mais. C'était présenté par Idelux. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont prévues? Parce que ça n'a pas été un gros succès. On était nombreux au départ, et à la dernière réception pour clôturer, il n'y avait personne, alors qu'il y avait même un dream d'offert. C'est-à-dire que le C'est-à-dire que normalement, il était prévu de faire un bilan de l'évolution des familles dans leur composition de déchets. Il n'y a jamais rien eu à ce niveau-là. Il faut savoir, je termine. Il faut savoir que le 8 du 1 2019,
National Transition avait initié un rendez-vous avec le collège pour présenter un plan bien précis d'un suivi de famille zéro déchet. On n'en a absolument pas tenu compte, on a fait, je vais dire presque n'importe quoi, dans le genre, quand les gens s'en viennent, on leur demande, bon voilà, on fait famille zéro déchet, qu'est-ce que vous attendez? Désolé, c'est pas comme ça qu'on... La dernière action qu'on a faite, c'est la visite de la Croix-Rouge pour la distribuer. Et alors, on a dû annuler parce qu'il n'y avait personne qui a répondu à l'appel. Donc, voilà. Et c'était prévu ce jour-là, d'hiver, pour clôturer la saison de zéro déchet. Personne n'a répondu à l'appel. Donc, bon. Mais il faut peut-être savoir pourquoi. On était plus de 20 dans la première section et il n'y a plus personne dans la dernière. Est-ce que ça correspond à l'entente des gens? Écoute, Philippe, ici, tous les nouveaux arrivants, ils ont un kit de démarrage, ils sont bien au courant. Hein? Ça a été lancé. On n'a jamais eu personne hors cours qui est venu nous demander pour participer aux actions. Il faut solliciter des gens. Moi, je vois juste à côté en marche, la campagne zéro déchet a eu un énorme succès. Et les gens étaient là du début à la fin. Donc, à la semaine, c'est pas la même chose. Et d'autres remarques? Passe au vote? Oui. 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 Alors, le point suivant, c'est pour une prise de connaissance. Donc, vous vous souvenez qu'on avait voté le 5 septembre le guide communal de l'urbanisme en demandant que de soumettre le GCU au rapport avec les incidences environnementales. On avait demandé la commission, et pour pouvoir demander cette extension-là, on a consulté le pôle de l'environnement, et là, il nous a été répondu que le code d'été ne prévoit pas que les GCU par rapport aux incidences environnementales y soient soumis. Je vous informe que le pôle de l'environnement ne remettra donc pas d'avis sur ce dossier. Considérant la chose, donc on prend simplement acte de l'avis réputé favorable pour qu'il ne remette pas d'avis du pôle environnement sur la demande d'exemption de l'évaluation des incidences sur l'environnement pour le guide communal de l'urbanisme. Cette information-là, on doit la faire suivre dans le cadre de la reconnaissance et de l'approbation du guide communal par la région Wallonie. Parce qu'on aurait pu avoir la remarque, on n'avait pas demandé, on leur a demandé, ils disent qu'ils ne remettent pas d'avis, donc on prend acte qu'ils ne remettent pas d'avis, donc par le fait même, elle est réputée favorable. Passons au vote. Oui. Donc on vote. Pardon. Il n'y a pas de vote, hein, parce que- Ah oui, c'est une information. Celui-ci, pour André. Recrutement, les conditions de recrutement pour un directeur général. Voilà, donc j'ai vu attentivement la proposition qui est effectuée. Moi j'aurais deux, trois petites remarques, en tout cas deux, trois petites demandes, et puis après on passe en vue. Je pense que le directeur général, dans le commune, c'est quand même lui le responsable, le chef, le responsable de l'ensemble du personnel. C'est un grade légal, un des deux grades légaux. Il y a lui, le directeur général et le directeur financier. Et donc je pense que moi, ici, un directeur général, naturellement, il est habilité et il devra naturellement effectuer donc des rapports. Il devra écrire peut-être à des ministres ou autres. Et donc je pense quelque part que ce serait intéressant dans le point C, épreuve d'aptitude, que cette épreuve comporte deux parties. Donc une première partie qui permettrait de juger de la maturité des candidats, de leur esprit d'analyse et de leur qualité rédactionnelle, par exemple, à savoir résumer et commenter une conférence de niveau universitaire, puisque de toute façon, il faut être universitaire pour pouvoir
et le candidat c'est mention. Et moi je proposerais qu'à ce moment-là, il y a un total de 100%, et le total requis pour réussir serait de 50%. Et alors, pour la seconde épreuve, là, je différerai le mot éliminatoire, puisque dans l'épreuve écrite comporte deux volets, deux parties, et donc là, à ce moment-là, je reprendrai, j'ajouterai donc droit constitutionnel, droit administratif et tout ça, ce sont des points essentiels dont qu'un directeur général doit connaître. Et là, à nouveau, je reprendrai cette cotation-là sur 100 points, et donc naturellement, comme pour toute épreuve, ben là, le total requis pour pouvoir réussir cette épreuve serait de 50%. Donc en gros, l'épreuve écrite, donc deux parties, 100%, 100%, et je viens de vous dire ce que moi j'en pense. Alors, pour terminer le premier point ici, les candidats devront obtenir 50% des points dans chaque branche et tout ça, 60% des points au total de chaque mot. On a bien retenu une petite erreur. Moi, je modifierai. Donc, les candidats devront obtenir 50% des points à chacune des parties de l'épreuve écrite, et ainsi qu'à l'épreuve orale. Donc, les candidats devront obtenir 50% des points dans chaque branche, dans l'épreuve écrite de l'épreuve orale, et 60% des points au total de chaque épreuve. Chaque épreuve. Oui, mais non, c'est ça. Non, en fait, donc tu as 6 branches, donc tu dois avoir 50% dans chacune des branches. Non, ça, il fait 50% globalement. Oui, mais ce qui est écrit, Ce qui est écrit, c'est 50% dans chaque branche et 60% pour l'épreuve. Et puis 60% dans la deuxième épreuve. Oui, donc nous ici, ce que nous on propose, ce que je propose, c'est que l'épreuve est écrite en deux parties. Première partie en termes de rédaction, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Deuxième partie sur les différentes réglementations, et toutes les deux. Donc c'est pas chaque point qu'on doit coter, c'est l'ensemble des points de la deuxième partie de l'épreuve écrite, 100 points, et il faut un minimum de 50% pour pouvoir réussir, et 60% de temps. Je ne sais pas. Au total, c'est-à-dire écrit et oral. Oui, ça va. Moi j'ai une question plus formelle, enfin je veux dire formalisme, puisque les trois syndicats ont marqué d'accord sur ce règlement-là, parce que si on change en conseil, on doit repasser le avis pour la modification qu'on a apportée au conseil. Mais on les voit dans les prochains jours. C'est un peu formalisme que je dis, mais je ne suis pas sûr, parce que si l'épreuve n'est non valide, il y a un candidat qui fait un recours parce qu'on a modifié après. On leur soumet ici la proposition contre les formules. D'accord. On leur renvoie à formation. C'est pas la première fois. Et si une remarque à ce propos-là, alors on ne vient pas comme un droit de l'élection. D'accord. De toute façon, la procédure ne sera pas lancée tant qu'on n'a pas la cause de la tutelle et tant qu'on n'a pas la cause des représentations syndicales. Eh bien, on va le reprendre. L'épreuve écrite. De toute façon, tu vas tomber dans la modification. Quand on doit le voter, il faut être depuis longtemps. Bon, alors je le dis, une épreuve écrite en deux parties. Donc, première partie permettant de juger, parce que je propose de leur respect des candidats, de leur esprit d'analyse et de leur qualité rédactionnelle, donc rédactionnel, à savoir résumer et commenter nos conférences de niveau universitaire. Alors, pour cette partie-là, on mettrait 100 points et il faut 50%. 100 points, 50% pour ici. La seconde partie, là, on ne modifie rien, il reste 6 points comme ils sont, mais là, on fait une cotation, je dirais, totale de 100 points, 50% également pour cette partie-là pour réussir l'épreuve écrite. Et alors, il faudrait 50% de... Il faudra 60% des deux épreuves, de l'écrit. Non, des deux parties.
de deux épreuves de l'écrit. 50 et 50 là. Oui, donc Parce que les 60 sont au total de l'ordre de l'examen. Et bon, et moi, j'ai aussi, je pense que c'est une demande, mais il est évident que les réunions des syndicats sont les représentants du personnel. Il y a des réunions qui sont de négociation ou de concertation. Concertation, même si les syndicats refusent ou pas, naturellement, nous devons motiver notre décision, mais ce n'est pas de la négociation, ça. Négociation, là, c'est autre chose, on négocie vraiment, et alors là, à ce moment-là, je pense, parce que je ne le vois pas là dans les missions donc, du directeur général, je pense qu'il faudrait ajouter un point, parce que ici, quelque part, si le directeur général n'est pas présent à ces comités concertation et négociation avec les syndicats, donc ce serait, ici je le vois ici, ce serait le C3, mais je pense que là, il y aura un problème, parce que lorsqu'on prendra des accords ici, c'est le directeur général qui est habilité à faire reconnaître ces accords. Donc ça veut dire que lui n'est pas partie prenante ici, quelque part il n'a pas son mot à dire, mais c'est lui qui va devoir faire respecter l'accord qui a été pris ici. Donc je pense moi, que sa présence est importante. Je souhaiterais, je mettrais moi, le directeur, directrice naturellement en général, participer aux réunions de concertation et ou de négociation avec les organisations syndicales et en reste privé. Donc là, il peut dire aussi ce qu'il pense naturellement et au moins essayer de quoi on parle, qu'on va venir avec cet accord s'il y a. Moi je pense que c'est important. Que ça, que le directeur général soit présent. Ah, c'est vrai. Mais dans l'intérêt de personne. Voilà. On est d'accord avec ce que vous voulez proposer? Ok. Passons au vote. Oui. 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 Point suivant, c'est l'organisation d'un examen de promotion pour un poste de chef de service administratif. Oui. Donc ici, je tiens quand même à préciser que pour une fonction C3, c'est un examen de promotion. Un examen de promotion est ouvert aux agences statutaires. Donc ils sont nommés. Dans le cadre, il y a le C3 qui est privé. Donc en termes de promotion, chez les ouvriers, promotion, c'est un C7, c'est retourné c'est un C7, mais d'une échelle baromètre d'ouvriers. Et ici, la promotion pour les employés, c'est un C3, c'est l'échelle baromètre pour les employés. Il faut savoir que pour un D6, un employé D6, l'augmentation n'est pas extraordinaire, mais maintenant la promotion, elle, est tout à fait différente. Donc, il est là, décide d'organiser un examen de promotion pour le poste de chef de service administratif, C3. Je vois ici dans les conditions d'admission, l'emploi de chef de service administratif est accessible par promotion et octroi de chef de traitement, je vais le dire suivant C3. Une réserve de recrutement, comme pour un examen de recrutement d'ailleurs, une réserve de recrutement est mise en place 2 ans, renouvelable une fois 2 ans. Pour la promotion, les candidats à la fonction de chef de service administratif doivent réunir les conditions suivantes. Donc je vois ici, être un agent statutaire, administration communale, enfin du C13, de niveau D4, D7, D6, bénéficiant d'une ancienneté de 4 ans au moins dans ces niveaux. Et alors, avoir acquis une formation en sciences administratives, 32. Et alors, je vois ici le point G, là je crois que c'est une petite erreur, avoir réussi un examen d'aptitude à diriger, non. L'examen d'aptitude à diriger, c'est ce qu'ils vont passer, c'est le C3. Donc là, ça ne doit pas être mis, ça ne doit pas être pris dans les conditions d'admission. Donc là, on défera le G. Alors ici, dans la description de la fonction, le chef de service administratif est notamment chargé, sous la responsabilité naturellement du directeur général, de la gestion des recrutements du personnel, des salaires, la gestion de la mise à jour du cadre et statut du personnel, responsabilité du suivi des dossiers individuels du personnel au niveau du recrutement, l'évolution de carrière, des promotions, gestion des employés à l'emploi, participation au comité de négociation et de concertation. Moi je pense que même ça, je le laisserai
parce que rien n'empêche qu'il soit présent, hein, parce que lui aussi devra aussi faire appliquer sous la responsabilité naturellement du directeur général. Alors, modalité d'organisation d'examen, ben là, en gros, l'examen se déroule sous la forme d'une interview destinée à apprécier l'attitude du candidat à assurer les services concernés. Ici, pourquoi on prend une épreuve, une seule épreuve, donc il n'y a qu'une seule partie ici, et sous forme d'épreuve orale, simplement parce que pour le CICE, le Coutremet, ben, on a appliqué ce système-là. Donc ça s'est bien passé, donc on fera la même chose pour la famille des enfants. Voilà. Il y a combien de chefs de services administratifs prévus à l'organigramme? Un C3, un seul. Un seul, il y en a déjà. Plus de un loi. Plus de Et alors, dans les promotions, il y en a combien qui sont suffisants d'avoir 4 ans d'ancienneté à ce niveau? Un niveau, je ne sais pas. Il faut déjà voir qui est candidat. Celui qui posera sa candidature, hein, l'employé, et quand le candidat qui posera sa candidature pour cette fonction-là, ben, devra réunir les conditions qui sont prises ici, dans la délibération. J'avais une question. Bah, déjà, dans la description de fonction, je trouve que la mention d'évaluation à améliorer dans le cadre d'une promo, c'est léger. Je trouve que ça peut être au moins un bout. C'est repris dans les statuts. Voilà, ça c'est mon opinion, je trouve ça léger. Et alors, voilà, je me trouve quand même que c'est un peu prématuré un examen de promotion maintenant, alors qu'on fait un appel à candidature pour un directeur général. Non, je parle d'autre. Oh, je sais, mais donc on va recruter un directeur général. Je trouve que c'est quand même à lui à arriver avec sa politique RH et à la mettre en place et à avoir sa vision et à fixer les conditions, quoi. Et donc on est aux portes de recruter un directeur général et il n'aura même pas l'occasion de désigner son chef de service, on va le désigner avant qu'il arrive dans sa fonction. De toute façon, lui ne désigne pas ce collège. Il participe quand même à l'examen. Il participe à l'examen, mais il donne sa position à l'examen, c'est le collège qui décide. En motivant sa décision. D'accord, enfin, c'est quand même lui, le responsable administratif, c'est quand même lui qui a une vision là-dessus. Et donc, voilà. Tu sais pourquoi c'est urgent? Parce que ici, toute la famille ouvrière, à ce jour, normalement, c'est le contrôleur qui doit faire ça. Hein, c'est le contrôleur, c'est ça. Et tous les ouvriers sont dans tous les cas de la commune, naturellement. Et là aussi, toutes les, on appelle ça le niveau E, le niveau E, entre autres des techniciens de surface. Et donc, quelque part, chaque immédiat, sous la responsabilité du directeur général, c'est le contrôleur, le CICE. Contrôleur, mais c'est pas partout. Et donc, déjà depuis plusieurs mois, c'est Cathy Lebrun qui s'occupe déjà du personnel, employé administratif du personnel, sur plus. Et donc ici c'est elle, parce qu'il y en a aussi 3 dans le cadre, c'est elle qui fait fonction C3. Moi il y avait l'examen intellectuel, fait fonction, je ne sais pas du tout moi qui sera candidat pour cette fonction-là et qui sera naturellement lauréat de cet examen de promotion. Mais ici c'est déjà qui sont des techniciens de surface parce que pour la plupart, la majorité naturellement des techniciens de surface font bien leur travail, respectent leurs obligations, comme partout, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, et donc je pense qu'un chef, en tout cas un responsable, un team leader, comme on dit aujourd'hui, je pense que c'est utile qu'il soit là, et en autre aussi, en cas d'accident du travail ou quoi, je pense aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit là vraiment à leur côté pour traiter des dossiers, tout ça. Et comme je vous le dis, je peux te donner je peux te donner les échelles académiques, mais tu la vois, celle-ci, elle n'est pas beaucoup supérieure par rapport à l'échelle de D6. Maintenant, tu sais que le directeur général, il va arriver, il va commencer au mois de juillet l'année prochaine, c'est demain, ça va. Philippe.
Je sais, mais... Mais moi je pense que... Tu précises que c'est juillet, mais je ne sais pas quand vous allez organiser l'examen, ils n'ont pas indiqué dedans, donc il y aura peut-être un examen avant, même si donc il commence au 1er juillet pour... 1er juillet. Oui, pour Charles est démissionné le 1er juillet. Donc ça vous savez. Et donc, voilà, je trouve que c'est quand même plus chouette que quelqu'un qui est dans sa fonction de pouvoir désigner, s'organiser. Donc je trouve que c'est ça. D'autre part, il y a aussi le programme Smart City, hein, où voilà, je suppose que ça va engendrer des nouveaux services également au niveau de l'administration. Et donc, c'est peut-être une fonction aussi qui est en passe d'évoluer, qui sera adaptée, celle de chef de service. Hein. Et alors, la troisième chose par rapport à ça, c'est que je ne sais pas qu'il y avait quelqu'un qui faisait une fonction, donc si tu fais une fonction, c'est comme si tu es dans la place et que tu fais le job. Hein. Oui, mais ce n'est jamais essai. Et alors, ma troisième réflexion ici, et c'est par rapport à ce que tu as dit la fois dernière, en plus, c'est que tu as dit on va recruter un directeur général, mais on ne sait pas si Quentin sera candidat, on ne sait pas si Quentin sera sélectionné, mais s'il est sélectionné, la place de chef de bureau disparaît. Et là, moi j'ai un souci parce que je m'inquiète quand même. Et si Quentin n'était pas sélectionné? Lui, c'est premièrement. Attends. Non, mais. Lui, il est. Que devient la place de chef de bureau, puisque déjà, je vous avoue sûr qu'on a été loin cette réflexion-là de dire s'il est sélectionné, la place de chef de bureau disparaît. Parce que finalement, on peut quand même se poser des questions. Mais voilà, imaginons que ce ne soit pas qu'il ne se porte pas candidat ou qu'il ne soit pas sélectionné, que devient cette place-là. Et donc, avec celle de chef de service, ce sera encore un poste en plus dans le cadre de l'administration. Et donc, je pense que ça vaut quand même la peine pour quelques mois d'attendre que le DRG soit en place. Et s'il est désigné avant, et si c'est Quentin, alors là, on s'est avancé sur 5 points. Ben, voilà, c'est une simple logique par rapport à ce que tu as dit la fois passée. Hein. Et alors, on est quand même dans des temps où moi je vois que toutes les administrations sont en train de se poser des questions sur le futur au niveau de la finance communale. Et où on entend parfois des choses à propos du personnel, hein, parce que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Est-ce que toi, tu crois que c'est normal aussi de laisser une partie non négligeable en personnel, je parle des techniciens de surface, sont responsables aussi à notre elles ont le contre, mais. Je trouve même un fonction quand même. Il y a quelqu'un qui fait fonction depuis quelques mois, parce que ça. Mais moi je pense que ce n'est jamais essayé de laisser quelqu'un pendant des mois et de pas faire fonction, parce que pour les autres membres du personnel des 4, des 7, des 6, qui souhaiteraient peut-être solliciter cet emploi, ce n'est pas assez de laisser quelqu'un en place pendant des mois et des mois, parce que vous dites, ouais, et vous ne payez pas le compte à l'époque, excusez-moi, c'est la vérité, j'en ai connu beaucoup plus du temps de mon métier de syndicaliste. Ce n'est jamais ça. Si quelqu'un est lauréat, il réussit, il est lauréat, donc il a réussi son examen, cette personne-là est habilitée, elle a le grade pour assumer la fonction. Et si c'est pas cette personne-là? Je ne veux pas dire que ce soit cette personne-là. Attends. Mais moi je ne sais pas comment faire l'examen pour qui le problème aussi. Pourquoi? Tu vas laisser quelqu'un en diplôme internat en fonction supérieure? Mais non, attends. Enfin, voilà, nous on a on a un peu étonné qu'on recrute avant que les DRG ne soient mis en place. C'est tout. Voilà. Il y a quelqu'un qui fonctionne le plus bas février, je pense. Je vois un peu ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que c'est pas sain pour un nouveau DG d'arriver avec une personne comme l'aurait imposé juste avant, autant, puisqu'on se met pratiquement dans la même période,
quel est le problème d'attendre quelques mois pour... Je te dis, je rappelle que ce n'est pas le DG qui choisit la personne. Oui, d'accord. Mais ça n'empêche que le DG peut avoir une idée sur... Avoir une idée, ça c'est... C'est quand même lui qui doit définir la politique RH, même si elle est définie après. Sous la responsabilité. Donc ça, c'est quand même important, c'est quand même ce que vous demandez à l'éditeur généralement. De quoi? D'arriver, une fois qu'il sera en place, et d'avoir sa politique RH propre, non? Mais bien sûr, mais aujourd'hui, on utilise CO3 en fonction supérieure. Mais pas celle. Même par rapport aux économiques. Donc ici, on organise un examen, bien mal à celui qui sauve les livres qui va le réussir, et puis après, la personne qui aura le meilleur résultat, ce qui est le meilleur résultat, assumera en fonction du système. Mais dans ce... Voilà, je me suis dit beaucoup plus, moi. Dans ce cas-là, il aurait déjà fallu faire l'examen directement. Comme ça, tu ne donnais pas... On a dû la mettre en place en catastrophe, pour bien dans un C3 dans l'organigramme, parce que ici, il y a des problèmes avec des membres du personnel, des techniciens de surface. Et donc, on a constaté à ce moment-là, avec le demande pas le temps de le faire, donc ça veut dire qu'il est derrière, il fait pas partout, et c'est comme ça qu'à ce moment-là, là, il nous faut une solution. Voilà. Marc, à votre tour. Non, mais je vais quand même demander le report jusqu'à la désignation du directeur général. On passe le point. L'amendement proposé par Philippe, donc de postposer le vote du point qui est inscrit à l'ordre du jour. Non. Oui. 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 Non. 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 On passe maintenant à l'approbation du point qui est inscrit à l'ordre du jour. Oui. Abstention. Non. Abstention. 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 Oui. 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 Philippe, c'est que l'examen soit organisé une fois que le directeur général fait. C'est Oui. ça l'amendement. Une fois que le directeur général fait. Je l'avais annoncé au début de séance, donc le point suivant, c'est celui qui est mis en urgence. Donc c'est la demande de subside pour la construction d'une crèche dans le plan Figone 5002. Donc, vu la construction de la crèche Bisounours à Arcennes suite aux dégâts des inondations de juin 2021, vu le dossier en cours d'étude, attendu que le Conseil désire introduire une demande de subside pour la construction de cette crèche, attendu que le Conseil désire introduire un dossier pour une demande de subside pour l'infrastructure, cette proposition du collège est proposée au Conseil de décider d'introduire une demande de subside pour l'infrastructure de la crèche de Bisounours à Arcennes au SPOE IAS. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le problème que lorsqu'on avait préparé ce dossier, on avait dit à l'administration qu'on ne saurait pas introduire une demande pour des infrastructures au niveau de la construction de nouvelles crèches parce qu'il s'agissait de transfert de vente vers Arcennes, d'un bâtiment existant vers un nouveau bâtiment. Et finalement, l'administration a réagi en s'étonnant qu'on n'avait pas demandé les subsides. Donc, puisqu'ils ont dit que l'administration régionale nous a dit que, oui, donc, régionale nous a dit qu'on était en droit de pouvoir introduire la demande, mais on passe devant le Conseil pour introduire cette demande. Vous avez des questions? Pas pour d'autres? Oui. 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 Donc, au dernier conseil, on avait pris la décision de changer le nom de la rue de Jumelle, pour une partie du moins, pour celle qui monte Luxon à Saint-Jean, et pour donner la rue à ce tronçon-là
rue de l'Arboretum, donc qui est parallèle à N849 qui va vers Gemelle, simplement pour vous informer que la section wallonne de la Commission royale de toponymie a marqué son accord sur la proposition. Donc cette modification-là interviendra, d'après ce que nous avions indiqué dans notre idée, c'était au mois de février, au 1er février 2023. Il n'y a pas d'autres communications. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voudrais bien avoir quelques renseignements quant à l'évolution de la salle des anciens combattants à Arsène. Bravo, où ça en est. Donc là, on est vraiment dans des démarches hyper administratives. Il faut savoir que il ne semble plus y avoir énormément de personnes membres de la SBL toujours présentes, on va faire ça comme ça. Donc on a été en contact avec M. Rey. Lequel a demandé pour savoir quelle était la convention de base. C'est lui qui était président. Je ne sais pas s'il était président, mais il est encore membre du CA. C'est assez certain. Et donc, c'est par son intermédiaire qu'on a été demandé quelle était l'origine de l'historique de la propriété de ce bien-là. Et on a reçu une copie de convention qui remonte à 1957, c'est mes souvenirs sont bons. Et donc, c'était au bénéfice de l'association des anciens combattants et de la jeune personne. Cette SBL-là, pour en parler, n'existe plus. Le bâtiment, donc, appartiendrait Il retourne normalement à la SBL? Non. À celui qui l'a cédé, d'après la convention. Et donc là, on va rechercher les héritiers. Je suppose, je ne sais pas quel âge il avait. Je ne vais pas l'amour des gens, mais bon, je ne sais pas dire quel âge il avait, que cette personne-là avait quand il a fait ce don-là. Les héritiers, ben ça c'est... Donc on est à ce stade-là. Si maintenant les héritiers renoncent, donc la SBL et au niveau administratif n'est pas en ordre, mais elle est moribonde. Dans ce sens qu'elle n'est pas tout à fait éteinte, parce qu'il y a un patrimoine qui est susceptible de revenir. Donc non seulement il faudrait dissoudre convenablement cette SBL. Attends, avant de dissoudre, il faut d'abord avoir l'accord des héritiers potentiels. D'abord, c'est la... Oui. Parce que normalement, voir si ça peut retourner, si eux sont d'accord que ça revienne vers la SBL. La SBL, à ce moment-là, il y a un actif immobilier, il faut faire une désignation de liquidation. Et entre-temps, on ne sait rien faire avec ce bâtiment. Ah ben, toujours on a mis à l'époque une ouverture sur le temps, on n'en sait rien faire pour l'autre pour l'achat. Parce qu'on ne sait pas qui est le réel propriétaire. Le précôte immobilier, c'est la commune qui le fait, ça c'est sûr. Autrement, ce serait la personne physique qui représente la SBL moribonde, puisqu'elle n'avait plus, comme elle n'a pas déposé ses comptes, elle est en association de fait. Donc l'association de fait, personne physique. C'est la personne physique qui déguste. Donc pour éviter que la personne physique déguste, la commune paye le prix continu. On en est là depuis quelques temps, mais bon, on a quand même fait une fameuse étape, et cette fameuse convention qu'on cherchait depuis il y a longtemps. Donc un nouveau propriétaire. Ben oui, oui, vous avez le sol. Donc là, on a écrit à un notaire pour essayer de dépatouiller un peu, de trouver les héritiers pour avoir leur avis et de voir ce qu'il a à donner. Ça a été fait, ça? Nous avons écrit au notaire. Avec le notaire? Avec le notaire. Ouais, on a écrit il y a 3 semaines. Il y a des généalogistes à la nation qui peuvent être venus à commun pour voir un peu les branches arrivent. Peut-être, mais bon, la personne n'habitait pas la scène. La commune n'habitait pas la scène.
Peut-être à l'époque, mais bon, elle était originaire, la salle. Mais elle n'est pas restée, je ne sais pas où elle était. Ça avance. Ça avance, doucement. Oui. Juste une petite remarque, la dernière retransmission, le son était Tout à l'heure, on a fait des tests et normalement ça devrait être mieux. Ah, parce que la dernière. On va quand même indiquer que par rapport à cette demande-là, donc voilà, vous avez vu en venant qu'il y avait des transformations au rez-de-chaussée de la maison communale dans la future salle du conseil qui se trouvera là-bas. Donc il y a tout un mécanisme audio qui va être mis en place et donc on a demandé aux sous-traitants de l'entreprise qui réalise les travaux pour essayer d'anticiper et déjà pouvoir amener tout ce matériel en amont ici. Et on attend qu'ils viennent derrière nous avec une proposition ad hoc parce que oui, on met toute notre bonne volonté. Et il y a déjà énormément de travail qui est fait, sur la vidéo, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail actuellement pour pas grand chose, c'est tout ce que ceux qui doivent réécouter le conseil, on a regardé juste avant, il y a 13 personnes. Donc, je ne sais pas si ça frustre tant que ça mais moi en tout cas ça me frustre quand je dois réécouter les interventions. Tout à fait, c'est vendu bien. Ah c'est ça les pièges. C'est ça. Et donc, oui. Mais j'avais. Vas-y, donc le conseil communal doit être convoqué dans les 5 jours francs avant le conseil. Donc soit toujours la convocation en fin de journée, donc ce que nous faisons, parce qu'on perd toujours une dizaine d'heures. Bon. Parce que c'est systématique, quoi, en fin de journée. On peut fixer une heure, Il y a soit le matin, tu vois. La définition du jour franc, c'est. Voilà, mais c'est pas les grandes, parce que c'est systématiquement le soir. Quand on ne m'assoit pas. Moi, c'est le soir. Le soir, 17h. Et je regardais, les ordres sont déjà gelés depuis un peu de temps, donc les points. Mais voilà, on s'en peut plutôt. Par rapport aux noces d'or, donc moi je tiens déjà à m'excuser, je ne pourrais pas être présent parce que j'ai quand même une convocation un peu tardivement et déjà pas d'autres événements qui sont engagés là-dedans. Tu as été invité aux noces d'or? Oui. Vous avez reçu un mail? Oui. Ah bon, ça va. Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Mais et on sent qu'il y aurait une idée ou que ça peut plus continuer? On risque d'y remédier à ce que je vois sur la liste. À la suite de ta demande, c'est le mail de convocation aux noces d'or est parti avant la demande que tu m'as faite. Oui, ce qui veut dire que on va pas penser de m'envoyer par après avec la convocation. En effet. Et voilà, donc il faudrait quand même faire attention avant, quand même beaucoup plus tôt, avec la liste des personnes qui étaient fêtées. Et voilà, je tiens à m'excuser, je suis pas engagé dans quelque chose, c'est d'habitude, mais j'espère que l'année prochaine, nous aurons une convocation un peu plus tôt. Et alors, voilà, notre groupe a été assez déçu d'apprendre, de lire dans la presse tous les projets qui avaient été retenus en matière d'amélioration d'énergie énergétique sur les bâtiments. Et donc on a vu la liste des projets retenus, on a vu que la somme ne figurait pas dedans. Et donc voilà, on a voulu savoir si vous aviez reçu une information de la part de la région Wallonne pour donner des raisons pour lesquelles le dossier n'est pas revenu. Moi, je vous avais contacté et devais envoyer un courrier, il a été envoyé, il est presque arrivé. Il n'est pas encore envoyé un courrier, mais il y a une dizaine de jours. Bon. Quand le dossier a été rentré vers le 14 juillet, on était déjà utilisé. Et donc, j'ai regardé maintenant pour voir un peu ce qu'on pourrait faire. Donc, ici, la raison
La raison, je ne la connais pas. Mais c'est quand même tout ça qu'on a vu dans l'urgence et tout ça. Mais la raison, il devait envoyer un courrier, mais il y a bien une dizaine de jours, je l'avais dit dans l'autre moment. On a rien. Alors, moi j'ai regardé d'un autre côté, il y aurait moyen d'introduire un autre subside, alors chez le ministre Horry, parce que le subside initial où on avait rentré notre candidature, c'était chez Document, alors chez le ministre Horry, là c'est le fameux subside UREBA. Il y a actuellement une procédure qui a été lancée pour un subside exceptionnel. Cette procédure s'est terminée le 14 septembre 2022. Et donc, il y a aussi une procédure de subside UREBA, mais pas exceptionnelle, classique, à partir du 1er novembre 2022, donc à partir dans quelques jours. Mais il faut savoir que en termes de montant de subside, si on prend le classique, ben là, à ce moment-là, le montant de subside est de 30, voire 37%, mais n'est pas garanti, mais de 30%. Par contre, si on attend un subside exceptionnel, donc UREBA exceptionnel, et il a été entériné par jeudi dernier, il a été entériné jeudi dernier par le Conseil des ministres, par le gouvernement wallon, et lui, il devrait prendre ses effets à partir de février-mars 2023. Le montant à ce moment-là du subside exceptionnel, là c'est de 70 à 80%, puisqu'il est octroyé au mètre carré de travail effectué. Et concernant la semaine, ça concerne les travaux. Ah oui, c'est qui ne devrait pas asseoir. Il y a un projet dans un niveau financier. Et il y a un subside quand même européen de 70%, par exemple, passé à côté de ça. Et donc, c'est possible de mettre le courrier en communication au prochain conseil communal. Pourquoi pas? Oui, qui avait reçu je vais me le rappeler parce qu'il m'avait dit que le courrier était déjà parti, parce que je lui ai demandé les raisons. C'était déjà parti. Maintenant, Pierre-André Laurent m'avait déjà dit que quand notre candidature est arrivée, parce que l'enveloppe n'était pas exceptionnelle, elle dit 70 millions. J'ai le détail ici au cas. Non, oui, mais les travaux réalisables, regarde en gros, avec ce fameux subside à laquelle on avait rentré notre candidature, et je dis qu'on a, il n'y aurait personne, les travaux réalisables pour les 85 dossiers complets éligibles, ben, il y avait un montant total de 90 833 458 hors TVA. Le montant des subventions européennes 78 979, ce qui était prévu, c'est pas exceptionnel. Et là, à ce moment-là, il y a eu donc 66 768, 180 hors TVA à chaque de l'Europe, 12 216, j'ai pas dit mais c'est 66 millions, 768 hors TVA à chaque de l'Europe, 12 216 000 représentant le montant de la TVA à chaque de la Wallonne, de la région Wallonne. Donc la TVA a été prise en charge par la région Wallonne. Et bon, on n'a pas reçu. Malheureusement, parce que c'est vrai que pour le coût de l'énergie maintenant, pour chauffer dans un comme ça, il ne fait même pas, mais c'est toujours ça. Quand on a fait l'extension pour l'école, pourquoi ça n'a pas prolongé J'ai encore une question, c'est par rapport au PV justement. La question que j'ai posée la fois dernière, je n'ai pas posé des questions sur les fonctions supérieures avec les fonctions de chef de bureau à directeur général. J'ai posé la question en disant, j'ai le sentiment qu'il y a 2 salaires de directeur pour l'instant.
Donc voilà, je crois que par rapport au PV, ce n'était pas ça. Et malheureusement, j'en suis de plus en plus convaincu, parce que, comme je l'ai dit tantôt, cette histoire de dire si le chef de bureau de l'ADRG en supprime le poste de chef de bureau, voilà, je demandais pourquoi il y a 2 emplois et qu'il n'y en a plus qu'un. Et donc, je suis un peu retourné sur le site et j'ai été vérifier les PV. Parce que je peux quand même dire, donc ça a été annoncé en juin que le directeur général prenait ses congés, et aujourd'hui on a annoncé via la procédure de recrutement que la mise à la retraite était au 1er juillet, et donc voilà, ça fait 1 an d'absence, et moi j'aurais voulu savoir qui avait validé l'année de congé. Donc j'ai été voir dans les PV, mais j'ai rien retrouvé. Et donc je me demande qui a validé toute cette période-là et sur quelle base. Pour ça, jusqu'à présent, le collège avait validé les congés de qui que ce soit. Mais ne pas dire comme le DG qui valide les congés du DG. Est-ce que ça doit être le collège ou pas? Je ne sais pas. C'est pas compris dans cette fonction du collège, je ne crois pas. Quand tu prends en congé, tu demandes à la personne qui prend congé. Un grade légal. Quel ça? Il ne pourrait pas vérifier. Prenons l'exemple actuellement, le directeur financier, grade légal, il informe de ses congés, mais il ne sollicite pas un congé auprès du collège, par exemple, qui l'évalue, enfin qui l'évaluera. Je pose la question parce que c'est dans le code de la démocratie par rapport à aux fonctions de grade légaux, directeur général, directeur financier et directeur général adjoint dans la commune de plus de X milliers d'habitants. Je trouve qu'il faudra un peu de transparence quand même par rapport à ça. C'est normal qu'il y ait des questions à ce sujet-là. Et dans le reliquat sur ces années-là, est-ce qu'il y a des heures supplémentaires qui sont récupérées? Là, actuellement, ce sont des congés. Congés qui n'ont pas été pris. Il n'y a que ça qui compose le reliquat? Actuellement, en tout cas, charge obligatoire congés. Congés légaux. Donc jusqu'à la fin, ça c'est 1 an, donc 220 jours de congé. Je ne sais pas si tous les... moi je n'ai pas dans le collège. Allez, c'est quand même pas tout. Je ne valide pas les congés de mes supérieurs, Philippe. Je suis étonné. André, tu nous dis, le DG n'a rien à dire, c'est le collège qui décide. C'est même pas le collège qui va. C'est son idée de regarder le membre. Mais qui va donner. À la limite, le DG n'a rien à dire. Il doit se faire. En termes de recrutement, c'est la décision que le société des communes. Et puis maintenant, quand on pose une question, non, on n'a rien à dire au. Non, moi je ne crois pas que c'est le rôle. Mais je n'ai jamais vu deux attributions de collège, que c'était le collège qui octroyait les jours de congé aux grades légaux, jamais. Si la mise à la retraite passe au conseil, voilà, il y a d'autres formalités administratives qui doivent être passées quelque part. Je suppose que quand ils prennent des congés ou je ne sais pas, les cas sont pas, je ne sais pas de quoi ils sont composés, ben je suppose que là, le service de personnel est au courant. Parce que je suppose que c'est là que... C'est la durée. Par contre, je voudrais... Oui, vas-y. Je voudrais répondre à ta question concernant le chef du bureau, numéro 1. Et tu te rappelles d'ailleurs, Charles avait été malade assez gravement et ça a duré quand même pas mal de temps. Et donc,
on n'avait pas, et donc il n'y avait pas d'amélioration de son état de santé. Et donc c'était un employé d'ici qui faisait fonction, ben, ce n'est pas évident. C'est pas évident quand c'est une collègue, une autre collègue qui quelque part dirige la maison, surtout que la fonction de directeur général, c'est quand même une fonction extrêmement importante. Et donc c'est à ce moment-là qu'on avait pris la décision, c'est même moi qui l'avais proposé, j'en avais connu beaucoup sur la tutelle, c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de recruter niveau A, universitaire, mais dans notre idée, et ce avis éclairé de la tutelle, il avait dit que ce serait intéressant à ce moment-là de recruter à l'hyperfonction. Non, un juriste. Et c'est vrai que depuis qu'on rencontrait là, nous avons gagné pas mal d'argent. Pour être bien compte, il ne faut pas mettre au rapport ça. Mais, filet du genre, ici, il est évident que les services d'un avocat, vous rendez bien compte, rien que vous servez la main, vous payez déjà. Mais enfin, nous avons pas mal de services. Mais comme c'est une période transitoire, quand on a un contrat de travail, ou un CDI, donc ça veut dire que ce n'est pas un emploi statutaire, ce n'est pas un emploi de cadre. Il y a un CDI au début. Après 24 mois, on est obligé de mettre un CDI ou alors de mettre au retraite. Mais ici, il a un CDI, ce n'est pas un emploi de cadre, c'est un emploi contractuel. Et si un jour il y a un nouveau directeur général, je ne sais pas ce qu'on fera, mais on l'a recruté parce que, surtout aussi pour ses services de jeunesse, et même si un jour il y a un directeur général qui vient de je ne sais pas où, son emploi de juriste et ses attributions juridiques ici au sein de la commune seront toujours naturellement très précieuses pour la commune avec la fonction. Et donc, moi je pense que la fonction de C3 n'est pas incompatible avec sa fonction à lui qui est tout à fait différente. Je pense que malheureusement, oui, c'est peut-être tout. Heureusement, le juriste est nécessaire dans une administration qui a maintenant, ça devient tellement c'est ça. au niveau des textes. Mais la dernière intervention m'a un peu choqué en me disant, tiens, quid si jamais il ne postule pas ou il n'est pas pris, quoi. Il devient le poste. C'est ça que c'est un... Non, disons que là, à ce moment-là, il se penchera plus. Parce que gros, c'est quelqu'un d'autre de C3 qui va prendre certaines tâches, se penchera plus sur son métier premier, sa formation de juriste, et qui sera bénéficiaire pour nous tous. Oui, moi j'ai plusieurs points concernant les anciens PV de collège. Le PV, notamment du 26 du 9, a été validé par le directeur général faisant fonction, qui ne faisait pas partie de la réunion. Quelle est encore la validité de ce PV? Le PV du 26 du 9 a été signé par Marc comme bourgmestre et par le directeur général faisant fonction, toi, alors que tu ne faisais pas partie de la réunion. Comment peux-tu valider un document que tu ne... Imaginons que lundi passé, c'est moi qui étais le secrétaire du collège, imaginons qu'inopinément je décède, ça voudrait dire que le PV ne sera jamais avalisé. Non, c'est pas ça. C'est la personne. Il y a eu une personne qui a été désignée comme, il y avait une interne qui était désignée comme directrice générale faisant fonction. Pourquoi est-ce que c'est pas elle qui a signé ce PV et que Parce que c'est le bourgmestre et le secrétaire de la séance qui signent le procès-verbal de la séance. C'est pas l'avis que j'ai eu de juriste de la réunion. Non, ça c'est ça. Peut-être vérifier autre chose à ce niveau-là. Alors, au niveau du collège du 10 du 10, le point 23, vente de bois. À une période où on demande aux gens de serrer la ceinture, où on augmente les taxes, est-ce que ça peut descendre d'offrir à des fonctionnaires qui font leur job des repas gastronomiques au restaurant?
moi, j'ai travaillé également aussi, et quand j'installais une chaudière, je me rappelle pas mais beaucoup en faire, parce que je faisais mon travail, dans lequel on payait pour faire le travail. Est-ce que c'est normal que 12 personnes soient élues pour aller à la gastronomie? Je dis gastronomie parce qu'il n'y a pas de budget prévu, hein, donc je suppose que c'est full option. Alors, cette manière de faire, c'est vrai qu'elle existe pas uniquement sur la commune de la Somme, mais également sur toutes les communes dites forestières. Et donc, ce genre de réception se fait en présence des agents du DNF et des fonctionnaires communaux qui ont travaillé dans le cadre de la gestion forestière et financière pour ce qui est de ce point-là. Et donc, ça peut être mis en cause. Le collège, lui, a estimé que pour les repas, je vais dire, c'est plutôt un repas de convivialité pour avoir des relations, une reconnaissance aussi des bonnes relations qu'il y a entre deux administrations, l'administration du DNF et l'administration communale. Maintenant, c'est une proposition. Les fonctionnaires de part et d'autre qui ne se sentent pas à l'aise par rapport à ça ne sont pas obligés de participer non plus. Mais de manière générale, on le fait et je ne vois pas pourquoi la commune devrait remettre ce principe-là en cause. Parce que pour moi, c'est encore des notions d'un autre siècle. On a évolué maintenant. Le rejet du citoyen par rapport aux politiques, je trouve que ce genre d'attitude-là en remet une couche. Désolé, mais c'est justement l'occasion maintenant de voir une autre manière de faire la politique, de voir un peu. Il y a des gens qui. Enfin, je trouve que c'est pas décent. Je trouve que ce serait intéressant de voir un peu la position du collège, enfin des membres ici des conseillers, voir un peu si tout le monde partage cette avis ou pas. Il faut toujours inscrire le point à l'ordre du jour, mais pas à l'ordre du jour, donc on décidera pas de savoir si c'est opportun ou pas. Mais ça va mieux dessus, donc. Maintenant, quand tu prends les relations commerciales à certains niveaux, ce genre de réception se fait. Je prends les travaux publics. À la réception provisoire des travaux quand les travaux sont terminés. L'entreprise, elle invite, je parle des commentaires de M. Pratt, donc elle invite certains responsables politiques à partager un repas. Il ne faut pas croire que c'est l'entreprise qui le fait. Quand il fait sa remise de prix, il le sait qu'il va avoir ce travail-là, cette occupation-là. Il ne le ferait pas au direct. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça ne se passe pas? De manière générale, ça se fait. C'est une pratique qui a été abolie parce qu'il y a eu justement, c'est considéré comme de la corruption. Quoi? Non, c'est la commune qui paye, c'est pas l'entrepreneur. Eh bien, il parle d'autre chose. Ben non, ici c'est ça a été annulé. Non, c'est la commune quand il fait sa mise de prix. Mais ici, c'est le citoyen qui paye le ton gastronomique de personne. Il faut le travail. Il faut en principe le travail pour lequel ils ont un salaire. Enfin, dans toutes les entreprises, il y a des repas avec l'équipe. Et les gens payent, les gens interviennent. Pour te rassurer, les mandataires du collège payent leur part. Oui, ça j'ai vu, c'est noté. Tu ne mets pas, comme tu ne veux pas que ça se sache, tu ne le dis pas, mais on peut le dire. Mais si, monsieur Josué, effectivement, c'est dit que les mandataires qui participent. Mais alors, et autre question, puisqu'on a été invités, je suppose qu'on va soutenir les restaurateurs locaux du village pour bénéficier des retombées de ces repas. Tout
dépend de la remise de prix. Il y a une consultation qui s'est faite pour voir auprès de 3 opérateurs à ce niveau-là, et la commune a été vers celui le moins disant par rapport à l'offre de la qualité qui est proposée. Il y a 3 opérateurs de la subvention, donc c'est en 3 personnes qui ont demandé, je suppose. Il y en a 2 on a demandé à 4. Il y en a 3, sur les 3, il y en a un qui a répondu. Et alors, vu le montant gratuitement énorme par rapport là c'était vraiment un repas, un prix gastronomique, mais pas par rapport à la qualité du repas qui était proposé. Et donc, on s'est retourné vers un autre restaurant à proximité qui, lui, a fait offre de service à un prix beaucoup plus raisonnable. Hors commune. Hors commune, au Fourneau Saint-Michel, si tu veux tout savoir. Mais voilà, ce point-là aussi. Dans le même TV, il y a le point 29, remplacement du moteur du vélo. Déjà, on a remplacé un moteur au vélo mis en location. Je crois qu'on fait appel à une entreprise qui, par ailleurs, est un excellent mécanicien vélo, rien à dire, mais qui n'est pas agréé Bosch. Donc, il a proposé systématiquement le remplacement du moteur, ce qui est le coût maximum. Je signale qu'ayant eu le même problème par ailleurs, on propose ce remplacement du moteur. Il y a 2 techniciens agréés Bosch dans le coin ici près de Marche, et au lieu des 1 000 € proposés, on a placé à 160 €, main de front prise. Est-ce que c'est pas intéressant de voir un peu cette solution-là? Et alors, au niveau de ces vélos justement, est-ce qu'il y a des carnets d'entretien? Est-ce qu'il y a un carnet d'utilisation? Et est-ce que je tiens à rappeler que ces vélos n'ont pas été payés par la commune. C'est bien le gars c'est moi qui ai fait l'intervention via le gars qu'on les a obtenus. Et deuxièmement, on les a achetés, ou le gars a acheté ces vélos, on les a achetés chez Boudou. Et depuis que nous sommes dépositaires de ces vélos, moi je vous fais les entretiens chez Boudou. Maintenant, comme tu dis, moi je ne suis pas, je suis spécialiste du vélo, j'en fais beaucoup, je suis pas spécialiste du moteur de vélo. Donc, on peut regarder ailleurs. Maintenant, même en termes d'entretien annuel et tout, le Boudou, et en plus, je tiens quand même aussi à rappeler que nous avons un partenariat gratuit avec Boudou et d'autres vélocistes. Boudou, il fait à tous les visiteurs, tous les habitants, tous les citoyens de la commune de Marsan qui vont acheter un vélo chez lui, qu'il soit électrique ou un vélo traditionnel, avec ou sans assistance, ils ont une réduction de 10%. Oui, il n'y a pas de souci, mais je disais par là, c'est qu'il ne peut pas travailler à l'intérieur du moteur Bosch, puisqu'il n'est pas agréé Bosch. C'est ce qu'il a fait la moteur. Mais il a remplacé surtout. Avant, les changements standards, c'est fini. Mais le rôle de transport. Voilà. J'avais aussi une question. Est-ce qu'il est prévu de demander pour les matchs de football qu'ils aient lieu éventuellement en journée ou en soirée et éventuellement regarder à soit éteindre, soit diminuer l'éclairage, parce que l'éclairage est quand même assez conséquent et actuellement, au prix de l'énergie, c'est peut-être intéressant de penser. Tu parles des entraînements D'entraînement, non, de matchs. Les matchs. Il y a des matchs comme le soir. Oui, comme partout. Oui, enfin, oui, 80% du 90% de matchs en DE, c'est le soir. Et moi, personnellement, je pense qu'on ne doit pas faire de la gérance à temps. Il y a des matchs nocturnes depuis toujours, ce sont des éclairages LED. Ici, je rappelle bien que ça a été remplacé, ce sont des éclairages LED. Je pense que c'est très très important de faire des économies d'énergie. Il ne faut quand même pas plus supprimer n'importe quoi. Je n'ai pas dit supprimer, hein. Je n'ai jamais parlé de supprimer. Ici, il y a si on parle de l'équipe ici, de l'équipe première ici, il y a des matchs qui ont lieu l'après-midi, il y a des matchs le soir qui ont lieu le samedi soir. Et je trouve que c'est très bien comme ça.
Des questions? La séance publique est levée.